Bonjour à vous, soyez les bienvenus sur le podcast de la Chambre L. Pour cette troisième vidéo, nous allons nous intéresser à la rencontre et ce qui motive à former un couple. Pour information, je tire mes propos de l'art d'aimer d'Ovide, du Dharma Karma, de l'Anangarama, du Parfumette Garden et du Sexy Books of Sex. Alors, avant de parler de comment aborder et se faire remarquer, il faudrait parler de l'attirance et de ce qui nous motive à aller vers quelqu'un ou de se laisser approcher. L'adage veut que ce soit l'homme qui aille vers la femme, qu'il se mette en valeur et que la femme succombe ou non à la parade amoureuse de l'homme. C'est ce qu'on appelle le jeu de séduction. Pourquoi est-ce que c'est ainsi ? Parce que l'homme est un animal, évolué, je vous le concède, mais un animal malgré tout. Et comme l'enfant qui copie les adultes pour évoluer, l'être humain copie la nature pour exister. On va faire un grand retour dans le passé et on va essayer d'en parler sereinement. Donc l'homme, l'être humain en tant que tel, n'a rien inventé. En tout cas, ni sur le plan du couple, ni sur le plan de la sexualité, nous devons tout aux animaux. Ce qui nous différencie de l'animal, c'est que nous avons la notion de plaisir à ce que nous faisons et la conscience d'agir. Tout comme nous avons le désir de faire ce que nous faisons. Et c'est ce qui rend chaque personne unique, puisque nous avons tous une conscience et des désirs qui sont différents, qui sont liés à notre propre vie, à notre propre savoir, à notre propre culture. L'animal, quant à lui, vit le moment présent et agit d'instinct pour assurer sa propre survie. Donc, les premiers hommes, différents de l'animal, donc sous-entendu le premier être humain avec la capacité de réfléchir, a copié de l'animal l'art de creuser, de choisir quoi manger et comment vivre. Très vite, l'homme a copié la sexualité des animaux et s'est très vite rendu compte que c'était à la fois ce qui lui permettait de se reproduire, mais également une source de plaisir. Si nous, Homo sapiens évolués, avons un héritage de ces premiers hommes, quelque chose de génétique qui proviendrait de cette époque, c'est ça. Cette conscience innée qui nous dit le sexe c'est bien, il faut le faire. Cela se manifeste chez nous à l'âge de la puberté, mais on va y revenir un peu plus tard. Bref, les premiers hommes se sont inspirés des animaux pour trouver un partenaire, appliquer la sexualité, se reproduire, éviter les prédateurs et malheureusement aussi comment abandonner son partenaire une fois l'acte sexuel fait. Vous vous en doutez ? La parade amoureuse des animaux, c'est quoi ? C'est le mâle qui se fait grand, beau et fort, qui fait du bruit et qui essaye de se distinguer des autres mâles pour attirer l'attention d'une femelle. Que fait l'homme ? Quand il a envie de sexualité, il se met en valeur, il se montre sous ses meilleurs aspects, dévoile sa musculature ou son intellect, et se montre là où il y a des femmes. La sexualité des animaux et l'homme, où est le rapport ? Ouvrez les premiers guides de sexualité. Toutes les positions qui sont expliquées portent des noms d'animaux qui les ont inspirés. Ce qui démontre bien que l'homme copie l'animal jusqu'à la manière d'appliquer la sexualité. Comment abandonner son partenaire ? Hélas, oui, c'est quelque chose qu'on a copié sur l'animal. L'animal ne reste que rarement en couple pour une vie. Ça concerne un très petit pourcentage d'animaux. Ils se mettent ensemble uniquement pour se reproduire, puis le mâle abandonne la femelle. Et du coup, l'être humain, les premiers hommes, se sont mis avec des femmes dans le but de se reproduire, de faire perdurer la race, et puis et chacun continue sa vie de son côté. L'instinct de famille n'est venu que plus tard. Enfin, la bonne nouvelle de l'histoire, c'est qu'on a copié les meilleurs animaux à disposition. Je vous laisse imaginer un instant si on avait pris la menthe religieuse comme modèle. Pour rappel, elle décapite le mâle une fois l'acte fait. On serait plus là pour en parler. Mais on va revenir encore un tout petit peu plus en arrière. Avant l'homme, il y avait la bactérie, c'est-à-dire une cellule asexuée qui se reproduit en se divisant, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun problème de couple, qu'il n'y a rien à gérer, ni envie, ni désir, ni problème d'érection, ni de partenaire qu'il faut satisfaire, qu'il faut séduire. Voilà, c'est simple. Ce type de reproduction est limitatif, chaque nouvelle bactérie étant le clone de celle qui s'est divisée. C'est de la reproduction multiplicative. Le seul point positif qu'on pourrait éventuellement leur envier, c'est que certaines bactéries peuvent doubler leur nombre chaque 20 minutes, ce qui fait 72 reproductions par jour. Voilà, ceux qui veulent un défi sexuel à accomplir, il est là, 72 reproductions sur la même journée.
Je vous mets au défi, je pense pas qu'on puisse y arriver. Bref, ce qui nous différencie de la bactérie, c'est que l'Homo sapiens peut choisir son partenaire pour des raisons qui lui sont propres et uniques. Grâce à la sexualité, il va pouvoir combiner ses gènes pour créer sa progéniture, qui à son tour sera unique avec ses propres désirs et ses propres envies. À ce stade, on vient d'établir plusieurs points importants. On se met en couple parce qu'on prend plaisir à choisir un partenaire, par plaisir de pratiquer le fait d'être avec ce partenaire et d'arriver à la sexualité, autant que pour reproduire la race. La race, sous-entendu la race de l'Homo sapiens. On est bien d'accord qu'on est tous des hommes. Parler de race africaine, européenne, indo-européenne, et tout ça, c'est de la vaste connerie. On se met en couple également pour transmettre notre héritage à la génération suivante. Par héritage est entendu l'héritage génétique et la personne qu'on est. On va la combiner avec la personne avec qui on se met en couple et ça va donner une nouvelle personne qui sera un mélange de nous et de cette autre personne. Et tout cela, ça nous vient des premiers hommes, c'est-à-dire l'instinct de survie de la race et le plaisir qui y est lié. Alors, imaginez maintenant un court instant être un animal, peu importe lequel, mais dans un immense océan. Et votre objectif est de trouver un autre animal de votre espèce pour pouvoir vous reproduire. Si ça se trouve, le seul qui soit de la même race que vous se trouve à des milliers de kilomètres. Dans le meilleur des cas, il est peut-être à côté de vous, et si vous n'arrivez pas à vous faire remarquer, il vous passe sous le nez et vous continuez à chercher sans même savoir qu'il existe. Ce que je veux vous dire ici, c'est que sans signe distinctif, c'est compliqué de trouver un partenaire. L'animal cherche un partenaire pour se reproduire et non un partenaire de vie, on l'a déjà dit. L'Homo sapiens espère et aspire généralement à garder son partenaire dans le but de former une famille et de faire grandir ses enfants en lui transmettant des valeurs. C'est parce qu'on a la conscience d'avoir pris du plaisir avec son partenaire qu'on a envie de rester avec son partenaire pour continuer à prendre du plaisir à être avec lui. Donc, chaque animal a ainsi développé un moyen de faire savoir à ceux de son espèce qu'il existe et qu'il est apte à se reproduire. Prenons l'exemple des poissons, certains deviennent phosphorescents quand ils sont prêts à passer à l'acte. Par exemple, l'homme, quand il a envie de sexualité, il se montre pour faire savoir qu'il existe et qu'il en a envie, et pour ce faire, il a plus de 400 moyens de faire savoir qu'il est là. On pourra citer par exemple la parole, l'extravagance, la danse, le jeu de regard. Il y en a plus de 400. On va pas tous les lister, ça prendrait du temps pour rien. Mieux, l'homme vit en communauté et ce n'est pas pour rien. Alors oui, on va admettre que c'est en partie pour se protéger des prédateurs, qu'on a copié des animaux, pour partager les tâches de vie, toujours comme certains animaux, mais surtout pour simplifier la recherche d'un partenaire. Imaginez un instant si chaque être humain vivait dans son coin et avait à parcourir le monde pour trouver un partenaire pour pouvoir se reproduire, prendre du plaisir. Ça prendrait un temps fou et ce serait la mort de la race humaine. On a créé des communautés pour simplifier la reproduction de la race, faire perdurer la culture qui est liée et la manière de vivre qui est liée. Et je vous le donne en mille, on a copié ça des bancs de poissons et des morses. Voilà. Vous comprenez où je veux en venir ? Le besoin d'être en couple, donc de draguer, de se laisser approcher et d'avoir une sexualité est inné chez l'homme. C'est quelque chose de normal et qui est inscrit dans nos gènes depuis nos plus lointains ancêtres. Et cela nous pousse à agir, qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou non. Donc, nous voilà, nous, êtres humains, et hop, on va trouver le frein et on va stopper le train, on va zapper des étapes. Donc, nous naissons, et nous sommes d'abord enfants. On voit les adultes être à deux, en l'occurrence papa et maman, puis on grandit, et on devient des enfants un peu plus grands. On comprend ce qui se passe autour de nous et ce qu'on voit à la télévision. Manifestement, il y a des garçons et il y a des filles, et on comprend vite que l'un agit pour être avec l'autre à travers l'ensemble des médias qui nous entourent. Et cela va des contes de fées que nos parents nous lisent, aux dessins animés qu'on regarde, jusqu'aux films qu'on arrive à suivre en grandissant.
Mais revenons sur les contes et les légendes. La princesse attend son prince, le chevalier va sauver la princesse en détresse, la fille rêve d'un beau mariage. C'est généralement le fond de toutes les histoires qu'on nous raconte. À quoi est-ce qu'elles servent, ces histoires? Avant tout, à apprendre aux enfants les valeurs, autant que la manière d'agir, tout comme le fait que chaque action a des réactions et entraîne des conséquences. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. La partie cachée, le sous-texte de ces histoires que l'enfant va intégrer et comprendre en grandissant, et surtout à force de les lui répéter, c'est de le préparer au fait qu'il est normal de s'intéresser au sexe opposé et de vouloir vivre heureux et d'avoir beaucoup d'enfants. Ce qui est généralement la phrase de fin de toutes les histoires. Sauf pour Aller et Retour, le voyage d'un hobbit, qui lui se termine par « et il vécut heureux jusqu'à la fin de ses jours ». Ah bon, ça c'est une histoire dans une histoire, et on va s'égarer si on part sur ce sujet-là. Bref, l'enfant grandit et il devient adolescent. C'est à ce moment-là que ses hormones commencent à travailler. Petit rappel, nous ne sommes jamais qu'un tas de cellules qui se multiplient, qui sont elles-mêmes le résultat de 2 gènes qui se sont combinés, celui de papa et de maman, créant ainsi la personne que nous sommes, donc d'abord l'enfant, dont la particularité est de se construire une identité sur la base de son héritage génétique. Et l'adolescent réalise que son corps n'est pas exactement comme celui de tous les autres enfants. En l'occurrence, le garçon a ce qu'on va pudiquement appeler un doigt en plus, et la fille a 2 protubérances qui lui poussent sur la poitrine. Naturellement, le garçon est fier de voir son corps se développer et aime à montrer sa différence. Culturellement, on enseigne aux jeunes filles à ne pas montrer leur corps qui évolue, et surtout à le garder pour elles. La question est pourquoi agissons-nous de la sorte ? Simplement parce qu'une fois les hormones activées, le corps est apte à la reproduction. Si la jeune fille se lance dans les joies de la sexualité, il se pourrait bien qu'un nouvel être humain fasse son apparition plus vite que prévu. En fait, tant que la jeune fille n'a pas l'éducation qu'il faut et la capacité de s'occuper de l'enfant à venir, on lui fait comprendre que le sexe c'est mal, c'est tabou et qu'il ne faut pas s'y intéresser. Et de l'autre côté, on freine le jeune garçon en lui expliquant que son 11e doigt lui servira plus tard dans le même contexte. Le but du jeu étant de leur faire comprendre que pour avoir une sexualité, il faut être en couple et que le couple perdure et soit sûr de rester ensemble parce qu'on doit être à 2 pour s'occuper d'un enfant. Généralement, cela suffit à calmer la jeunesse, en tout cas dans un premier temps. Puis les hormones continuent à faire leur travail et créent le besoin de s'intéresser à la fois à son corps et au corps de l'autre. C'est ainsi que le garçon s'approche des filles d'abord par curiosité, pour savoir exactement à quoi ressemble ce corps qui est à la fois si similaire et étranger, et comprendre à quoi sert son propre corps et le corps de la personne qui est étrangère. D'abord de manière maladroite, le garçon va essayer de découvrir le sexe opposé, d'obtenir un baiser, de pouvoir toucher ce corps qu'il ne connaît pas. D'où est-ce que cela provient ? De tout son passé d'enfant, des histoires qu'on lui a racontées, du fait que l'attirance de l'un vers l'autre est quelque chose de normal, que le baiser fait du bien et que c'est la manière d'indiquer à l'autre qu'on a des sentiments envers lui, que toucher quelqu'un et se laisser toucher, sans parler de sexualité, on s'entend bien de faire des caresses, des câlins, de tenir quelqu'un dans ses bras, est quelque chose qui donne des frissons et qui fait perdurer l'envie d'être avec quelqu'un d'autre. Cela fait comprendre très rapidement aux jeunes garçons que c'est agréable d'être près d'une personne du sexe opposé, ce qui se manifeste avec le fait de se laisser embrasser, de se laisser toucher, et tout cela laisse présager que la sexualité lui est possiblement permise. Voilà. On arrive tranquillement là où je voulais en arriver, c'est-à-dire à l'art et la manière de se démarquer pour attirer l'attention d'une personne. Et pourtant, il y a encore une petite chose à expliquer avant d'y arriver. Outre la curiosité du corps, ce qui fait que nous sommes attirés vers une autre personne, je vous le laisse deviner, c'est génétique et c'est hormonal. C'est inscrit dans nos gènes qu'un homme fort, intelligent, gentil et doux sera parfait pour une femme, tout comme il est inscrit dans nos gènes qu'une femme belle, douce, gentille et agréable sera parfaite pour un homme. Après, oui, il y en a qui sont attirés vers le même sexe, d'autres qui se sentent hommes dans le corps de femme et inversement, mais on en parlera dans un prochain podcast, parce que sinon là, on va compliquer les choses et c'est inutile. On va rester sobre dans celui-ci.
Donc, ce qui nous attire vers ce garçon ou vers cette fille, c'est le résultat des gènes que nous avons reçus de nos parents et qui remontent à l'origine de l'homme. Une hormone, une réminiscence de cet âge ancestral nous dit « cette personne est la personne qu'il faut pour faire perdurer la lignée que nous sommes ». C'est ce qui nous pousse à aller vers cette personne bien précise. Donc, on va discuter, on va faire connaissance et on va réaliser qu'on a ou non des affinités, c'est-à-dire des envies d'exister similaires, des activités communes, des centres d'intérêt qui attirent notre attention et nous rendent curieux. À partir de là, soit le courant va passer et on a envie de s'intéresser à cette personne pour qui elle est et ce qu'elle fait, soit le courant ne passe pas et l'envie n'y est pas et la relation est impossible. On cherche donc certaines qualités qui sont chez l'autre, qui sont le résultat de ce qu'on a appris culturellement de nos parents et de nos proches. On recherche l'idéal qu'on nous a raconté autant qu'à copier les relations qu'on a vues autour de nous. Ainsi, la fille cherchera quelqu'un qui ressemble à son père, le garçon cherchera la fille qui ressemble à sa mère. D'un point de vue d'intelligence, de physique et d'ambition. Puis, à force de côtoyer d'autres personnes et de faire des expériences, donc de discuter, d'échanger, de partager du temps avec d'autres personnes, on va affiner nos critères à notre propre caractère et chercher quelqu'un de compatible à la fois à nos besoins affectifs, intellectuels, culturels et physiques. Voilà. On peut enfin aborder le sujet principal de ce podcast. C'est pas trop tôt. Il est donc deux manières de se manifester au sexe opposé, l'une étant en agissant de manière à se distinguer, l'autre étant plus subtile. La première concerne les plus jeunes, on va dire de 16 à 30-40 ans, la seconde intervient avec un certain âge et un vécu. La première approche du garçon envers la fille sera généralement directe et franche, pour ne pas dire légèrement brutale. Ça, c'est l'héritage des premiers hommes qui s'expriment. Je suis un garçon, je me manifeste, je m'affirme devant la fille que je veux. C'est une étape qui est nécessaire et qui va impliquer de se prendre un râteau plus ou moins sévère, et les garçons vont en manger jusqu'à comprendre et admettre que ce n'est pas la bonne méthode. Il va ainsi appréhender ses propres désirs et laisser la place à sa personnalité plutôt qu'à son instinct. C'est avec ses premières expériences qu'il va affiner son caractère et développer sa propre personnalité dans le but d'être accepté par la personne vers qui il va, généralement la personne du sexe opposé. L'instinct de la jeune fille va être de repousser le garçon qui est brusque et violent tout en étant attiré par le côté viril. Et comme toute sa jeunesse a été bercée par « ne te laisse pas aborder par n'importe qui » autant que « ne te laisse pas toucher, ne pratique pas la sexualité », donc la culture, tout cela va lui dire que ce type de garçon qui l'approche et sa manière de l'approcher fait de lui un homme correct ou non. Et elle ne se laissera approcher que pour pouvoir dire non dans le but de se sentir exister en tant que personne et transcrire ce qu'on lui a enseigné. Et ça va perdurer jusqu'à ce qu'un garçon qui l'approche corresponde à ses besoins intérieurs. Alors parlons-en des besoins de la jeune fille, c'est important. Elle a besoin de sentir que le garçon qui l'approche s'intéresse à elle, non pas pour son corps, mais pour la personne qu'elle est. Elle a besoin de sentir que le garçon qui la drague, ou en tout cas qui essaye, est sincère et veut rester avec elle après qu'elle l'ait laissé l'embrasser et la toucher. On est d'accord, on ne parle pas encore de sexualité, on parle vraiment des prémices. Enfin, elle a besoin de sentir que le garçon est conscient de ce qu'il fait, autant qu'il sait ce qu'il fait. De l'autre côté, le garçon cherche à découvrir comment faire pour aborder une fille, à savoir ce que ça fait d'embrasser et de toucher quelqu'un. Du coup, les débuts sont compliqués et souvent très maladroits. Heureusement, on apprend vite, très vite, trop vite même parfois. Donc, le garçon qui a des bonnes valeurs, je vous renvoie au podcast numéro 1, et qui est bien dans son corps et dans sa tête, là je vous renvoie au podcast numéro 2, aura déjà plus de chances d'aborder une jeune fille. Et pour ce faire, il devrait suivre les préceptes suivants. Quand il remarque quelqu'un qui l'intéresse, qui a attiré son regard, il devrait s'arranger pour passer du temps avec, c'est-à-dire prendre le temps de parler avec cette personne, de la découvrir en l'écoutant et en lui parlant, de l'amuser en jouant avec elle à des jeux de leur âge. C'est-à-dire que c'est normal et mignon de voir deux jeunes se promener, se tenir la main, se regarder,
amoureusement et de découvrir le baiser et le toucher par la tendresse et les câlins. On parlera de la proximité dans un prochain podcast. C'est nécessaire aussi, mais si j'en parle maintenant, ça va alourdir le propos et c'est déjà bien assez long comme ça, croyez-moi. Ainsi, après avoir passé du temps avec cette personne, le garçon autant que la fille auront pu s'assurer d'avoir des affinités l'un pour l'autre ou non, et donc décider de continuer à se voir ou non. Idéalement, le garçon devrait faire des cadeaux symboliques à la fille qu'il côtoie et participer aux activités de celle-ci. La fille, si elle accepte ces cadeaux, manifestera son envie de continuer l'aventure avec le dit garçon et cherchera à s'intégrer dans l'univers de celui-ci. Si elle refuse les cadeaux, le garçon devrait comprendre que l'histoire est plutôt mal partie. En effet, refuser un cadeau, c'est refuser le lien qu'il symbolise. Après plusieurs rencontres dont le nombre diffère pour chacun, le garçon devrait être honnête avec la fille et lui signifier ce qu'il ressent pour elle autant que ce qu'il espère faire avec elle. Taire ses envies finira par lasser la demoiselle et fera passer le garçon pour un indécis. Idéalement, le garçon devrait être plus âgé que la fille, d'au moins 2 ans et maximum 4 ans, quand on vise à passer des amourettes de découverte à essayer de former un couple pour voir ce que c'est. Ainsi, un garçon cherchant à découvrir la sexualité devrait avoir entre 18 et 20 ans pour que la fille ait entre 16 et 19, qui sont de beaux âges pour se laisser aborder, avoir la conscience de son corps et de ses sentiments, de se laisser toucher. Passer à l'acte de la sexualité devrait se faire quand les deux sont majeurs, c'est-à-dire après 18 ans. Le garçon honnête et sincère sera ainsi patient et construira l'envie de la jeune fille à être plus adulte, mature et consciente de son corps. Le garçon qui pousse à la sexualité n'est pas une jeune fille qu'un jeune homme devrait fréquenter. En parler et se renseigner est normal. Insister pour passer le cap, mais quand je dis insister, c'est insister à outrance, n'est pas normal. Ainsi, avec la différence d'âge, le garçon devrait être un professeur pour la jeune fille et éveiller son intérêt à la vie, l'art et la culture. En effet, puisque le garçon est plus âgé, il a un savoir plus grand, des centres d'intérêt qui sont plus aboutis, et il pourra ainsi intéresser la jeune fille au monde qui les entoure. Voilà comment devrait se construire une relation entre deux jeunes personnes d'une manière saine et consensuelle. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre une différence entre l'homme et la femme. La femme ne s'exprime pas avec des mots, mais avec son attitude, et le garçon devra apprendre à les décoder. Ainsi, pour la femme, les paroles sont du bavardage, c'est l'acte qui compte. Si le garçon dit qu'il aime la fille attendra des preuves de l'amour qui se donne par la présence, les cadeaux spontanés, les attentions, autant affectives que psychologiques. Curieusement, au plus la femme ressent des sentiments pour l'homme, au moins elle osera le regarder en face, craignant que ses sentiments ne se voient. Ainsi, si le garçon interprète cela comme une forme de mépris, la fille va s'en sentir frustrée et ne souhaitera pas continuer l'histoire qui démarre, se sentant rejetée. La fille prend plaisir à être l'objet du désir des garçons, mais ne veut pas être traitée comme un objet. Ainsi, le garçon devrait parler d'elle comme l'objet de ses fantasmes et la traiter comme la personne qu'elle est en l'impliquant dans ses envies. Si la fille n'aime pas parler, elle fera cependant tout ce qu'elle peut pour faire durer une conversation, parce qu'elle aime écouter l'homme parler. Messieurs, attention, c'est une arme à double tranchant. Autant elle aime vous écouter qu'elle prend note de tout, et elle attendra que vous démontriez chacun de vos dires par des actions. La fille est curieuse. Si elle s'intéresse à un garçon, elle va poser des questions à ses amis et amies. Si le garçon interprète cela comme le fait que celle qu'il convoite en drague d'autres, c'est mort. La fille ne fait que s'assurer que le garçon est bien tel qu'il s'est montré à elle. La fille amoureuse ne va pas vers l'homme qui l'intéresse. Elle préfère largement que ce soit lui qui vienne à elle. Ainsi, elle se fait désirer. Si l'homme ne va pas vers la femme se sent comme un objet que l'on prend et utilise quand on en a besoin, et elle va se désintéresser du garçon qui essaie de s'intéresser à elle. La fille aime se faire embrasser, mais aime encore plus ne pas se laisser embrasser, le baiser étant l'accomplissement des efforts du garçon. Au plus le baiser est intense, au plus le garçon aura démontré qu'il est capable d'aimer cette fille. La fille n'aime pas être prête en temps et en heure, justement pour savoir comment le garçon va se comporter en l'attendant.
Enfin, la fille amoureuse est irritable, surtout quand le garçon parle d'autres filles. Elle les considérera comme des rivales. Si le garçon est capable de reconnaître et de décrypter ces signes-là chez la fille qu'il courtise, tout l'art va être de cultiver l'intérêt de cette jeune fille envers lui. Ainsi, pour avoir et pour garder l'intérêt de la personne qu'on courtise, le garçon devrait toujours tenir intentionnellement la main de la fille avec qui il est quand il est avec elle. Ce contact physique est nécessaire pour marquer le côté affectif de la relation. De même, à chaque fois qu'il en a l'occasion, il devrait la prendre dans ses bras. Parce que la fille a besoin de se sentir aimée et rassurée, et cela passe par le fait d'être enlacée. Ne pas être prise dans les bras de l'autre signifie qu'elle n'est pas désirée, et cela va lui déclencher l'instinct de fuir, parce qu'elle est un objet. Le garçon devrait toujours s'asseoir près de la fille avec qui il se sent bien, et il devrait lui dire ouvertement qu'il se sent bien quand il est près d'elle, et qu'il se sent seul lorsqu'il en est éloigné. Le garçon devrait chercher à embrasser la jeune fille, le baiser étant la démonstration des sentiments qu'il lui porte. De l'autre côté, une jeune fille qui voudrait montrer son intérêt à un jeune homme devrait agir et réagir comme suit. Déjà, elle devrait chercher le contact de l'homme, non pas sur un plan sexuel, mais en cherchant à être dans ses bras. Autant elle devrait écouter le garçon parler, mais l'encourager à parler de ce qu'il aime. Surtout, elle devrait lui suggérer les sujets qui l'intéressent elle. Ainsi, si le garçon est capable, à la rencontre suivante, de parler de ces sujets, c'est qu'il s'intéresse réellement à elle et à ce qu'elle fait, et à qui elle est. S'il n'est pas capable d'aborder ces sujets-là, donc que les messages glissés n'ont aucun effet, c'est le signe que le garçon n'est intéressé que par la partie physique de la relation, et non par la personne qu'est la fille. Au plus la jeune fille est intéressée par un garçon, au plus elle devrait prendre plaisir à ne pas se laisser toucher. Je sais, c'est paradoxal. Ce que je veux vous expliquer ici, c'est que oui, elle va chercher à être dans ses bras, mais une fois dans ses bras, elle ne va pas se laisser embrasser. Quand elle se laissera embrasser, elle ne laissera pas le garçon mettre sa main autour de sa taille ou sur ses fesses. Si elle laisse le garçon placer ses mains sur son corps, elle va chercher à se défiler. Et si elle ne se défile pas, elle ne se laissera pas embrasser. C'est ce qui va permettre de créer le jeu affectif et qui va attiser les sentiments de l'un envers l'autre. Il faut savoir que ce qui s'obtient sans effort est sans valeur. Or, la fille a une valeur, la valeur de sa personne, qui elle est. Se laisser toucher devrait être quelque chose de progressif et être demandé à plusieurs reprises. Ce n'est qu'en agissant de la sorte que la fille pourra être sûre des sentiments que le garçon prétend avoir pour elle. S'il persévère, c'est qu'il est honnête. Si au bout d'un moment il abandonne et passe à une autre fille, c'est qu'il était juste intéressé par le côté physique de la relation et la découverte du corps. Une fois que la jeune fille sera convaincue des sentiments que le garçon porte envers elle, elle pourra décider de rester avec lui et lui dévoiler ses sentiments à son tour. Il y a un truc que vous devez comprendre tout de suite, c'est qu'une fois vos sentiments avoués, vous ne devriez pas revenir dessus. Soit vous donnez votre amour et votre affection à quelqu'un et vous le faites grandir, soit vous ne le donnez pas. Mais vous ne pouvez pas jouer au jeu de un jour je t'aime, demain je t'aime plus, après-demain je t'aime, après-demain j'ai des doutes. Bien sûr, vous pouvez à tout moment choisir de terminer une relation si celle-ci vous nuit, mais une relation qui est terminée ne devrait jamais être reprise. Ça aussi, on en parlera dans un prochain podcast. Ça sert à rien d'alourdir les propos ici, on en est déjà à presque une demi-heure de blabla, et on n'a pas encore fini. Donc ça, c'est la partie qui concerne les plus jeunes. Maintenant, quand on a déjà un certain vécu, qu'on est plus âgé et qu'on a un bagage culturel qui est plus important, c'est la subtilité qui va primer. D'abord, l'homme devrait aller vers la femme avec assurance. Vous voulez être avec elle, agissez pour que cela arrive en étant sûr de vous et de vos envies. Arrangez-vous pour rencontrer cette personne régulièrement, en allant aux mêmes endroits, en pratiquant les mêmes activités. Regardez cette personne et parlez-lui en tenant un langage à double sens, en sous-entendant le désir d'être avec, en parlant des autres couples par exemple. S'il y a des enfants autour de vous, montrez à la femme que vous convoitez que vous êtes capable de jouer avec eux. Si vous lui montrez que vous êtes capable de vous épanouir et de prendre du plaisir à jouer avec des enfants, vous lui montrez que vous êtes capable de vous en occuper.
Et à partir d'un certain âge, la femme veut des enfants. Donc elle cherche un homme qui sera capable de s'occuper des enfants. Donc, passer du temps avec les enfants qui sont autour de vous et près de la jeune fille, enfin, de la femme que vous convoitez, permettra d'être bien vu par la femme que vous convoitez. Pour le reste, le schéma est exactement le même. Manifestez vos sentiments par des cadeaux utiles cette fois-ci, et non plus symboliques, qui vont permettre à la femme de se mettre en valeur. Parlez-lui de ce que vous voudriez faire et créez la confiance entre vous. Enfin, l'homme adulte devrait être capable de décrypter le langage non verbal de la femme adulte. Et je vous donne ici les clés de lecture. Si une femme écoute un homme parler mais ne manifeste pas ses envies, c'est mal parti. L'homme peut persévérer avec l'espoir qu'elle devienne réactive, mais si après 2 ou 3 approches le résultat reste le même, il devrait renoncer, la femme n'étant clairement pas intéressée. Si la femme abordée la première fois revient en étant mieux habillée et mieux maquillée, c'est un très bon signe. Si en plus elle attire l'homme dans des espaces qui sont moins fréquentés, c'est encore mieux. Si la femme ne revient pas spontanément vers l'homme devrait laisser tomber. Au mieux, c'est une bataille dont la finalité est incertaine et risque de s'y casser les dents. Une femme qui refuse les attentions de l'homme, que ce soit les cadeaux, le fait de lui parler, peu importe l'attention qui est donnée, elle peut le faire soit par respect envers elle-même et ne pas passer pour une femme facile, ou par des intérêts envers l'homme. D'emblée, je vous conseillerais d'essayer et de perdurer dans vos efforts pour voir si c'est un jeu de séduction ou si c'est une récurrence. Si le refus est constant, laissez tomber. C'est une bataille qui est perdue d'avance. Si la femme s'éloigne de l'homme et que l'homme essaie de revenir près d'elle, il y a 2 choses qui peuvent se passer. Soit la femme va le reprocher, à ce moment-là, messieurs, laissez tomber, c'est mort. Par contre, si elle est flattée de vous voir revenir près d'elle, persévérez, vous êtes sur la bonne voie. Si la femme se laisse toucher la main, c'est un jeu de séduction qui démarre. Il pourrait être long, mais il en vaut la peine. Si une femme s'endort ou somnole près d'un homme, celui-ci devrait glisser son bras sous sa tête. Quand la femme va se réveiller, soit elle va se blottir dans le bras qui est tendu sous elle, et c'est un très bon signe, soit elle va repousser le bras, et là, c'est mort. Avec ces différentes clés, vous devriez déjà pouvoir tirer votre épingle du jeu. Il me reste à parler des signes qui montrent qu'une femme est ouverte à la séduction. Une femme qui est ouverte à la séduction et donc qui s'intéresse subtilement à un homme va s'adresser à lui avant que ce soit lui qui ne le fasse. Elle va se montrer à l'homme qui l'attire en l'entraînant dans des endroits discrets, plus ou moins subtilement. Elle aura les mains moites et le visage qui rayonne. Lorsqu'elle regarde l'homme qui lui plaît, elle touche son corps de manière plus ou moins explicite. À chaque fois qu'elle escompte rencontrer l'homme qui lui plaît, elle se fait de plus en plus belle. Lorsque l'homme qui lui plaît la regarde, ses mains sont posées sur son corps et restent immobiles, comme si elle avait été surprise en pleine indécence. Elle penche la tête et regarde le sol quand l'homme qui lui plaît la regarde, pour les mêmes raisons que la jeune fille ne regarde pas le garçon dont elle est amoureuse. Elle pose une main sur le corps de l'homme qui lui plaît et rechigne à la retirer. Quand elle finit par céder à l'homme qui lui plaît, que ce soit par un baiser, des caresses ou l'acte de sexualité, elle revient spontanément vers cet homme. Voilà. Ça, c'est un gros sujet de traiter. Il me reste à vous remercier de l'avoir suivi et de vous donner rendez-vous dans le prochain podcast qui traitera des gens qui sont dignes à être abordés ou non. En vous souhaitant une très bonne après-midi, je vous dis à très bientôt.